Donc, je vais me présenter un petit peu d'abord, oui. En fait, Claire Henrion, certes, j'ai fondé l'association Axipica en 2008 avec Bruno et quelques autres personnes suite au constat de ces épandages aériens. Auparavant, mon parcours, c'est d'abord la contemplation du ciel quand j'étais enfant. Ensuite, je me suis intéressé à l'astrologie conditionnelle, celle enseignée par Jean-Pierre Nicolas et vulgarisée un peu par Françoise Hardy, mais un courant d'astrologie qui est très peu connu et qui remet tout à plat en évacuant premièrement les symboles pour se baser sur les signaux réels, astronomiques, astrométriques, astrophysiques, et retrouver la structure essentielle qui effectivement est confirmée par la symbolique ancienne. Mais du coup, on ne se trompe pas sur les symboles, c'est mieux. Et donc ce premier parcours en astrologie qui m'a amené à creuser la mécanique céleste pour comprendre mais pourquoi ça marche si bien. La rencontre au préalable avec un collègue astrologue de la même école qui a apporté le processus de contact d'un individu avec son environnement dans la lecture d'un thème astrologique, enseignement qu'il tenait de René Colucci, un cousin de Coluche. Et ça a mis la lecture courante par rapport au b.a.-ba de la lecture d'un thème astrologique, ça y a introduit le courant de lecture, c'est formidable. Donc nous avons travaillé sur la recherche d'abord des paramètres comparés, les paramètres physiques et orbitaux des corps du système solaire, le Soleil et les planètes, paramètres comparés pour déduire les caractéristiques physiques de chaque planète qui permettent de retrouver la symbolique ancienne, et puis en appliquant ce processus de contact de l'individu avec son environnement, nous avons fini par faire une découverte qui depuis me porte, hein, c'est l'essentiel de ce que j'ai c'est l'essentiel de mon message, c'est justement une découverte qui permet de réunir l'astronomie et l'astrologie pour de vrai, avec de la vraie astronomie et une astrologie structurelle. Voilà, c'est tout simplement. Ce qui n'induit pas, justement, qui est dégagé de tout le conditionnement patriarcal qu'elle porte depuis 5000 ans. Et c'est pour ça que c'est un outil très dangereux à manipuler, parce qu'on n'a pas conscience qu'en fait, en utilisant actuellement l'astrologie, on véhicule les symboles, la symbolique patriarcale qui nous mène à cette catastrophe visible dans notre ciel et à bien d'autres catastrophes peut-être humainement, dramatiquement encore pires peut-être pour ceux qui les ont vécues dans les siècles et les millénaires passés. Hein. Je laisse passer les rues bordées de pendus ou de bûchers. C'est bon, on a de la chance, hein, on ne voit plus ça. Hein. On est passé effectivement dans une phase de généralisée. C'est la troisième lancée du nazisme généralisé. Il y a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et là on est dans une guerre sans fin qui ne dit pas son nom et qui justement utilise ce fait de ne pas dire son nom pour continuer, perdurer, et qui invente des noms pour les opposants à venir, comme climato-sceptique, fallait l'inventer, comme complotiste, comme tout ce qui balance la théorie des chemtrails. Enfin, tout ça, c'est ceux qui les produisent, qui les ont inventés, avec donc une grosse manipulation médiatique. Alors, je reviens sur mon parcours. Donc, après ça, je me suis lancé simultanément à fond dans l'astronomie, astrophysique, et créer cette association parce qu'on voyait ce ciel. Donc je me suis dit, je vais me rapprocher des astronomes. Eux, ils observent le ciel et ils vont le voir. Bon, il n'y en a pas plus dans la proportion que dans le commun des mortels. Chacun fixe sa lunette et évite de voir ce qui gêne. Et des fois, ça fait mal au cœur. Non. Rares sont ceux qui sont sincèrement indignés
Bon, les instruments, les progrès de l'instrumentation compensent les dommages du ciel. On arrive à tirer d'excellentes photos et avoir de choses magnifiques, même si c'est voilé. Donc, bref, ceci dit, c'est un enrichissement formidable d'avoir fait tout ce parcours en astronomie. Donc maintenant, j'exerce comme animatrice astronomie. Et j'emmène les gens, surtout l'été, là, c'est un peu la fin de la saison pour moi, voir le ciel, donc avec mon télescope, qui est d'ailleurs le plus gros, est resté dans ma voiture. Et donc, je fais des sorties partout autour de chez nous. Le soir, je donne rendez-vous avant le coucher du soleil. On va sur un site et on observe le coucher du soleil, éventuellement la Lune et les planètes quand il y en a. Et puis après, les étoiles. J'explique les constellations et on regarde des trucs au télescope. Voilà. Et ça, c'est génial. Bon, et d'un autre côté, depuis 10 ans, on fait tourner l'association Axipica uniquement bénévolement. Bon, je tiens le siège, quoi. Et Bruno m'aide à tenir ce siège parce que c'est vraiment tenir un siège avec beaucoup de charges de secrétariat qui ne sont pas très, très réparties. Mais enfin, on est du monde dans toute la France avec quand même... on s'est réparti des tâches sur Internet, etc. Il y en a qui ont contribué à nous faire un beau site. Et bon, on n'est pas quand même... on n'est pas malheureux, voilà. Et on avance un petit peu en faisant soit des conférences sympathiques, là, dans des lieux comme ici, soit en montant sur des colloques officiels où ils parlent de la géo-ingénierie, ça date depuis 2008, en Europe, pour leur dire, ouais, c'est pas que... Vous voyez bien ce que ça donne, ce que vous prétendez, que c'est du futur, là. Vous voyez, c'est là, dans le ciel. Et alors, on a rencontré, on est allé à la Royal Society, on est allé rencontrer au colloque du CNRS, on est allé à plusieurs trucs. On a aussi refait une conférence au Parlement européen grâce à une députée de Lettonie en 2013, où justement Michael Murphy a présenté ce film. Et donc cette conférence faisait suite à une conférence qui avait déjà eu lieu en 1999, qui interrogeait sur la paix, la sécurité, l'environnement, voilà, par rapport à tout ce qui est militaire et non dit au niveau de l'Union européenne. C'était resté lettre morte, et en 2013, on a essayé de relancer le truc. Ça reste un peu lettre morte, bien sûr, au niveau officiel, même complètement. On n'avait aucun officiel, à part ceux de la tribune qui sont venus. Ça a pourtant bien eu lieu au Parlement européen. Alors, voilà. J'ai fait le tour de mon parcours. Hein. Voilà. Donc, je vais commencer par histoire et actualité de la géo-ingénierie militaire et civile. Alors, ensuite, c'est comment la règle patriarcale mène à la scission des deux hémisphères du cerveau, individuel et collectif, et que par là même à la haine de la vie. C'est un thème développé par Claudia von Verloof, une homologue en Autriche qui est, au niveau de notre d'Axipica, qui dénonce les épandages de la géo-ingénierie, la guerre climatique, l'empoisonnement général. Et donc, à plusieurs femmes de différents pays d'Europe qui défendons justement ce sujet, on a écrit un livre en anglais, alors moi ma partie c'était traduit, qui s'intitule Mother Earth Under Threat, Écoféminisme, The Land Question and Geoengineering, donc la terre-mère sous la menace, écoféminisme, la question de la terre et de la géo-ingénierie, donc avec comme coordinatrice de ce livre Claudia von Verloof. Et donc ça c'est l'article que j'ai mis dedans, dans ce livre. Donc, on abordera le mythe grec, énergie et matière, esprit et matière ou énergie et matière, l'ordre inversé, et tu enfanteras dans la douleur. Donc, ensuite, on abordera histoire de la perte des droits fondamentaux de la femme, en particulier dans l'enfantement, physiologie de l'accouchement, le cerveau logique et le cerveau nomique, les deux hémisphères du cerveau. Ensuite, la responsabilité de la France dans ce qui est de l'entrave à l'accouchement d'une part et dans la scission astronomie-astrologie. Les deux phénomènes se sont passés sous Louis XIV. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme.
C'est pourtant Rabelais l'avait dit avant. Et donc le concept de la docte ignorance. Et alors enfin, où se niche l'espoir, hein? Voilà. Alors je commence. Ça, c'était l'introduction. Alors je vais vous passer je vais essayer de passer à côté, comme ça, quelques images en même temps. Ce sera le plus pratique. Il ne veut pas se réduire. Voilà. Donc les images, c'est là, d'accord. C'est pas celui-là. Ah mais ça, je le ferme. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Alors mon texte est mince. Et les images. Là. Et donc, on va mettre, des fois que vous n'en auriez pas vu, j'ai quelques images d'épandage que je vais faire défiler, grosso modo. Voilà. Je vais les mettre en diaporama. Voilà, des fois que vous n'en auriez pas remarqué. Voilà ce que j'ai remarqué, moi, le 16 mai 2002. Hein, je me penche, je regarde par la fenêtre l'après-midi, et qu'est-ce que je vois? C'est pas cette photo-là, mais un truc comme ça, c'est quadrillé vraiment dans les deux sens. Et donc, quand j'ai vu pour la première fois de ma vie cette traînée persistante d'avions qui volaient manifestement plus bas, pour moi c'était évident, parce que depuis mon enfance, je m'intéressais, j'avais remarqué les traînées d'avions, et je m'étais intéressé à savoir pourquoi, et tout ça. Alors on m'avait dit, les traînées d'avions, ça ne peut pas se former en dessous de 8000 mètres, c'est la condensation des réacteurs, et c'est dans certaines circonstances, il faut certaines conditions de température et d'humidité et de pression. Bon, à 18-20 ans, j'en étais là, et jusqu'à l'âge où ça a commencé, j'en avais 42, j'étais comme ça. Bon. Et tout d'un coup, on voit apparaître des traînées d'avions qui volaient manifestement à 2000 et non pas à 8000. Hein. Il suffit de tendre son doigt. Si on voit la carlingue de l'avion à l'œil nu, c'est qu'il est bas. Plus vous voyez sa carlingue, c'est un rapport entre sa taille réelle et sa taille apparente. Vous pouvez le regarder aux jumelles, essayer de l'identifier. Après, vous pouvez faire le rapport directement entre sa taille réelle et sa taille apparente. Forcément, l'avion, il est en dessous des couloirs civils. Comme par hasard, en l'an 2000, la hauteur requise de vol pour les avions civils est passée subrepticement de 4000 mètres à 8000 mètres. Et depuis, on voit évoluer une circulation aérienne phénoménale en dessous de 8000 mètres. C'est ça qui était premièrement choquant, et qu'en plus, ces avions font des traînées persistantes d'un bout à l'autre du ciel, des quadrillages infernaux comme ceux-ci, enfin voilà, type d'avion, voilà, qui permettent, qui aboutissent à des ciels complètement rayés, encrassés, surchargés. C'est absolument pas normal, voilà. Donc, moi, en fait, la première fois que j'en avais vu, c'était pas en France, c'était au Québec, en 99. Le 26 décembre 99, alors qu'ici se mettait à souffler la première de tempêtes. Moi, j'étais là-bas au Québec, dans un bled qui s'appelait Saint-Adolphe, au secours. Et là, je vois un avion, puis un deuxième, mais manifestement bas, qu'on fait une traînée d'un bout à l'autre. J'ai dit, c'est un frisson d'horreur qui m'a parcouru les chines, comme si j'étais, je sais pas, comme si je pressentais que ça devait arriver, cette chose-là. Et après, j'ai oublié, parce qu'on est rentré en France, il y a eu la tempête, j'avais zappé complet. Et quand ça s'est représenté en 2002, là, je m'en suis souvenu. Alors voilà quelques différentiels. Et alors donc, ouais, c'était, j'en revenais pas qu'on en arrive là au niveau du non-respect de la vie. Ben si, c'était pour moi, c'est la prolongation du nazisme. Alors mais quand même assez rapidement, je me suis dit, mais ça y est, ça tout le monde va le voir, ça saute aux yeux à tout le monde, c'est pas possible. Donc ça va nous réveiller, ça va réveiller tout le monde. On va arrêter de se faire oppresser par le système, à croire tous les mensonges. On va tous au secours. Ben non. Ce qui est le plus choquant, c'est de voir que très très peu de personnes ont remarqué le changement, mais radical dans le ciel, ces traînées persistantes, ces voiles qu'on n'avait jamais vues avant, ces couleurs qu'on n'avait jamais vues avant, ces nuages qu'on n'avait jamais vus avant.
ces quadrillages, parce qu'au début, ils étaient vachement moins discrets qu'aujourd'hui en plus. Et ça tartinait. Hein. Depuis 2002, on peut compter les jours par an, on peut compter, je sais pas moi, un mois par an en moyenne où il n'y avait rien et le reste du temps, il y avait quelque chose. Ces derniers temps, depuis le début de cette année, la fréquence a ralenti. En tout cas, au-dessus de notre région du sud-ouest. On peut peut-être, on en reparlera peut-être, ça peut s'attribuer à plusieurs phénomènes, mais quand ils s'y remettent, ils ne font pas semblant quand même. Hein. Comme ces derniers jours-là, ça a été assez affreux. Heureusement, aujourd'hui, c'est libre. Bon, alors au début, ouais, je trouvais que on allait enfin pouvoir soulever la grosse pierre de l'Apocalypse grâce à ça. Je pense que j'y crois toujours, mais en fait, c'est qu'il faut du temps quand même. On tourne une page de civilisation, ça ne se tourne pas en une génération en fait. Et le tout, c'est de ne pas perdre le fil et de bien garder l'espoir dans la bonne direction. Mais quand même, voilà, ah oui, c'est annoncé dans la Bible, hein, dans l'évangile de Salut, qu'il y aura des phénomènes terribles. Au niveau des catastrophes, on est servi, des catastrophes climatiques, et de grands signes dans le ciel. Ben, ouais, si on ne les voit pas, les grands signes dans le ciel, ceux-là, ce n'est pas des ovnis, il y en a tous les jours, c'est pas rare. Hein. C'est le truc tellement commun maintenant que, effectivement, ceux qui sont nés depuis l'an 2000, ils n'ont jamais vu un vrai ciel. Ça tord un peu le bide. Alors moi, ma question, c'est comment est-il possible de perdre à ce point son instinct de survie pour ne pas réaliser que ça met notre vie en danger? Mais c'est pas... Je ne revenais pas, quoi, que si peu de gens réalisent. Et que se passe-t-il alors dans notre cerveau? Alors ça tombe bien, parce que j'avais beaucoup travaillé justement sur le fonctionnement du cerveau. Et puisque en astrologie structurelle, en fait, on arrive forcément à travailler sur le cerveau. Donc oui, de nos jours, les chaînes de montage de l'aérospatiale produisent des avions à la queue leu-leu. Il n'y a même plus de recherche et développement. On produit des avions à la queue leu-leu. Achetés généralement par les Émirats arabes ou les Chinois. Mais enfin, c'est nébuleux, mais ça nous revient toujours comme par hasard par-dessus. Donc il me semble qu'un constat de fait est d'abord une priorité vitale, si on veut que ça cesse. C'est-à-dire que qu'on constate les faits, voilà, qu'on note les jours avec, les jours sans, la fréquence, la quantité, etc., d'épandage. Et il m'a semblé, c'est pour ça que j'ai fondé Axipica, que c'est le point focal, celui qu'il faut viser, qui va nous permettre de démonter la clé de voûte de tout l'édifice du mensonge qui empoisonne depuis des siècles et aujourd'hui complètement notre santé, notre mental et l'environnement. Donc, tous les problèmes d'aujourd'hui, la chimie de synthèse toxique qui envahit l'agriculture et tous les domaines de notre vie quotidienne, la pharmacopée, les vaccins, les OGM, sans parler de la cacophonie dans toutes les longueurs d'onde, et toute la panoplie nucléaire, bactériologique, électromagnétique et climatique, de ces apprentis sorciers qui tiennent les manettes des commandes du monde avec la bénédiction de tout le monde quand même. Hein. Ils sont puissants que parce que nous sommes à genoux. Comme l'a déjà dit Lavoisier, comme l'a repris un révolutionnaire de l'époque de la Révolution française, c'est une citation qui est ils ne sont puissants que parce que nous sommes à genoux. Mais si on comprend ce qui se passe, ils perdent. Ils sont déjà en train de perdre. Ah, je vous montre une petite image du film de Mathias Anke. Ah, mais dans le carton, tiens, j'ai des trucs à sortir du carton. Excusez-moi. Oui, le carton. Ah, ben, je voudrais voir le carton. Ah ouais. Attends, je vais chercher. Ça dérange pas que je me déplace. Ah ouais, voilà. Voilà, c'était juste pour parler du film Overcast qui a été réalisé en 2015-14 par un jeune réalisateur suisse-allemand. Donc Overcast, ça veut dire couverture du ciel, couverture généralisée. Il a fait une enquête sur les expériences climatiques dans le ciel. En fait, son film, c'est surtout la difficulté, le parcours du combattant, que c'est de mener une enquête sur la géo-ingénierie en cours. Comment il a essayé à plusieurs reprises de prendre un petit avion pour aller faire des prélèvements directement au cul des avions épandeurs. Comme il a réussi à le faire 2 fois, mais jamais complètement, ils n'ont pas eu le droit d'aller bien dans le sillage de l'avion. Ils ont quand même récolté de quoi fournir suffisamment de preuves que c'était bien des produits toxiques qui sortaient de ces avions, même si ça en était un peu loin, justement.
Et donc voilà, premier truc que je voulais vous présenter, enfin deuxième, puisque je vous ai déjà présenté, Michael Murphy et son film Why in the World Are We Praying. Donc, et ensuite, voilà, il y a une personne merveilleuse qui a écrit un livre vraiment bien fait sur l'histoire, la géo-ingénierie et pourquoi on en arrive là. C'est La guerre secrète contre les peuples de Claire Sévrac, dont tout le monde doit la connaître ici, je parie. Voilà, on a fait connaissance en 2015. Elle m'a appelé parce qu'elle voulait faire un livre là-dessus. Je lui ai donné les premières pistes que j'avais. Et donc son bouquin, j'en ai même plus un exemplaire à vous montrer. Je ne sais plus quelle est la dernière personne à qui j'ai prêté le dernier exemplaire. Donc on peut se le procurer facilement. Il suffit de taper sur Internet. Vous allez trouver sur Amazon ou à la maison d'édition Contre-Culture. Je vous conseille vivement de le lire parce que vraiment, c'est une enquête très sérieuse et là, c'est point par point. Tout est vraiment sourcé, référencé, comme tout le travail qu'on répercute, qu'on diffuse, c'est toujours l'exigence, c'est que ce soit parfaitement sourcé, référencé, qu'il n'y ait pas de faille au niveau de la demande scientifique. Ah, ils en veulent du scientifique, eh bien on va la remettre et puis on leur envoie plein les gencives. Parce qu'on commence par leur dire, mais regardez, apprenez à compter. Comment vous l'avez eu, votre diplôme, dans un paquet de bonus? C'est pas possible. Vous êtes scientifique, vous observez pas, vous comptez pas. Ah ben c'est bravo. Hein. À partir de là, plouf, hein, les diplômes sont sans en y arriver à la docte-ignorance. Donc voilà, l'année dernière, j'ai fait une conférence avec Bruno à Groyer. C'était juste peu de temps avant son décès, puisque malheureusement, elle est décédée subitement d'un très bizarre cancer qui l'a emporté en 6 mois. Dû à un empoisonnement très certain, enfin oui, c'est au polonium. Et alors, oh, mais il ne veut pas se mettre en petit, que je garde mon texte à côté. Là, ok. Et donc, elle retrace les 150 dernières années, hein, la trace juridique événementielle de toutes les tractations internes au complexe politico-militaro-industriel de ces 150 dernières années, depuis la fin du 19e siècle, qui aboutissent aux appendages aériens et aux interventions électromagnétiques d'aujourd'hui. Mais pourquoi font-ils cela donc? Alors je vous représente un peu Michael. Ouais. Voilà. Ben, pourquoi font-ils cela? Ben, parce qu'on les laisse faire. Finalement. Conclusion du film de Michael Murphy, pourquoi font-ils cela? Parce qu'on les laisse faire. Alors, comment envisager une solution, une issue à cette situation dramatique? Donc, je me suis consacré à approfondir, d'une part, les concepts sur lesquels reposent les valeurs de nos sociétés actuelles, et d'autre part, le fonctionnement de notre cerveau. Parce que c'était notre devise au moment où nous avons fondé notre association ROCAS, en 1993, pour justement notre association au départ d'astrologie. Donc c'était pour réveiller la conscience de notre être primal, originel, dont l'ignorance fatale couronne l'obscur règne. Et quand je parle de notre être primal et originel, je fais aussi référence par exemple à Michel Audran, la santé primale, etc. Bon, j'ai eu 5 enfants, je les ai mis tous au monde à la maison. J'ai été beaucoup avec des sages-femmes, j'ai accompagné d'autres femmes. Cette connaissance-là, c'est vraiment la connaissance. Et voilà, dont l'ignorance fatale couronne l'obscur règne. Donc c'est mon combat essentiel, c'est d'apporter la connaissance sur ce champ. Et c'est vrai que l'obscurité, pour l'instant, elle est de plus en plus profonde. Alors, je fais référence aussi à quelqu'un d'excellent, un Brésilien qui s'appelle Norberto Keppe, qui a résidé en France d'ailleurs à l'époque sous Mitterrand, puis après il est reparti au Brésil, et qui est qui font là-bas, ils sont un institut de recherche, entre autres, hein, parce que il y a toute une collectivité, entraide, à tout point de vue, tous les points de vue de la vie, et un groupe d'ingénieurs qui recherchent et qui mettent au point des moteurs qui ne consomment rien. Hein, et avec entraînement magnétique et qui commercialisent déjà des appareils, entre autres des ventilateurs, parce qu'au Brésil, c'est aussi important que pour nous le chauffage.
Et ça marche très bien et c'est abordable. Mais je sais pas si je crois pas qu'on puisse importer en France. Alors voilà un de ces livres là, il est en anglais. C'est en fait une compilation des écrits de Noberto Keppe sur la nouvelle physique. Et ce qui est très 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 intéressant, c'est que justement il explique cette inversion sur laquelle repose tous nos concepts de la physique, c'est-à-dire qu'on pense que l'énergie sort de la matière. Il faut faire péter la matière pour dégager l'énergie. Et c'est la vision complètement inverse de la réalité, parce qu'en fait, c'est quand même l'énergie qui crée la matière. Et quand on relie le monde dans ce sens-là, tout va mieux. C'est le même sens que le processus de contact d'un individu avec son environnement, qui fait que la simple lecture d'un thème astrologique, quand on suit ce mouvement, elle est curative. C'est simple. C'est trop simple. Ça, c'est le sens féminin qui est depuis au moins 3500 ans. Voilà, les êtres humains actuellement ne prêtent pratiquement pas attention aux causes fondamentales, premières de chaque chose. C'est ce dont l'humanité ne veut pas se soucier. Nous n'avons pas envie d'y penser. La plupart des femmes aujourd'hui, ce qu'elles veulent, c'est surtout pas savoir ce qui va se passer pendant qu'elles accouchent. Faites ça pendant... Voilà, mais on en est à ce point-là. Et selon Norberto Keppe, cette paresse fondamentale résulte de l'inversion commune qui consiste à penser que l'énergie sort de la matière et non pas l'inverse. Voilà, on a beaucoup de peine à réviser cette croyance en fait. Et ça accorde. Et donc voilà, ça revient, ça correspond à ce que Claudia von Verloff a analysé elle comme étant la haine de la vie, comme étant le concept fondamental de toutes les civilisations impérialistes qui n'a jamais été remis en question depuis Aristote. Et le principe, c'est, depuis Aristote et nos religions monothéistes, hein, le principe, c'est de détruire ce qui est pour construire au nom d'un idéal. Voilà. Ah, ça me plaît pas, je casse et je vais faire mon petit rêve. Et voilà. Au lieu d'accompagner la vie dans tout ce qu'elle produit avec abondance, quoi. Alors, l'histoire récente des compagnies industrielles, chimiques et pétrolières. Alors, premièrement, les scientifiques qui s'interrogent sur l'éthique de la science aujourd'hui, comme dans ce colloque du CNRS auquel nous avons assisté, on était même invités en 2014, ça la foutait bien, c'était bien. Voilà, alors ils font des belles conférences, confiance, crédibilité et autorité dans les sciences et politiques du climat. C'est là qu'on est allé gentiment leur dire, bah écoutez, observez et comptez. Si vous n'êtes pas capable de compter et de rendre compte de ce que vous voyez dans le ciel, on ne peut pas vous faire confiance. Ne vous accorder aucune crédibilité et donc aucune autorité. Donc en fait, ces ploufs, ils n'ont aucune autorité sur ce sujet, tant qu'ils sont dans leurs rêves, justement. Ils ne veulent pas voir ce qui se passe. Alors, mais pourtant, ils s'interrogent sincèrement sur le fait que la science d'aujourd'hui n'est menée que par ceux qui la financent, et ils savent très bien qu'ils ne travaillent que sur des projets qui sont financés, bien sûr, par des grosses sociétés. C'est même plus l'État qui commande des recherches, c'est les sociétés qui commandent les États, et c'est privatisé maintenant. Donc le CNRS travaille sur ce qu'on lui demande de travailler, et les chercheurs ne sont pas libres de chercher ce qu'ils veulent. Et comme par hasard, ceux qui la financent étaient auparavant les détenteurs du sol et du sous-sol. Alors nous qui venons de Decazeville, l'histoire du sous-sol, on la connaît bien, et comment le sous-sol est devenu, qui appartenait à tous sous le droit régalien, a commencé à être concédé à des particuliers à partir du jour de Noël 1528, où on pourra remercier François Ier, qui a commencé à concéder le sous-sol. Avant, comme c'était au roi, c'était à tout le monde, en fait. Et tout le monde pouvait gratter son bout de charbon, son bout d'or, etc. Après, on a commencé à mettre des privatisations dessus. Alors, ça a commencé comme ça. À la fin du 19e siècle, ceux-là étaient déjà, les possesseurs du sous-sol étaient déjà riches et sont apparus en Allemagne des sociétés chimiques, aux États-Unis des sociétés pétrolières, qui, aidées par les banquiers, ont collusionné et ont commencé à fomenter la Première Guerre mondiale. Ils ont fait des couilles en or avec le gaz moutarde dans les tranchées. Et après, quand elle a été terminée, la Première Guerre mondiale, ça marchait si bien l'industrie qu'il a fallu continuer à l'écouler, toute cette production. C'est là qu'a commencé la grande
qu'on a commencé les engrais chimiques, etc. Toute la propagande pour tout ce qui est chimie dans l'agriculture, dans l'alimentation, dans la pharmacopée, dans l'emballage, dans tout. Et c'est corrélé avec l'histoire du chanvre, comme par hasard, alors que au XIXe siècle, les citoyens américains devaient payer leurs impôts en chanvre. Le chanvre est la plante la plus commune à la surface de la planète, de l'équateur au pôle. De l'équateur au cercle polaire, elle s'adapte. Il y en avait sur la Terre entière, sauf en Australie. Et donc, voilà. Alors, au 19e siècle, aux États-Unis, on payait ses impôts en chanvre. Le président des États-Unis cultivait du chanvre dans les jardins de la Maison-Blanche. Dans les années 20, aux États-Unis comme en Europe, on vendait dans les pharmacies du chanvre, du cannabis pour se soigner peut-être des traumatismes des tranchées. Moi, je me souviens de ma grand-mère paternelle qui a souffert beaucoup d'un zona et qui a fini par en mourir, qui se plaignait souvent de ne pas avoir de chanvre pour soulager ses douleurs qu'elle avait connues quand elle était jeune. Bon, alors en fait, c'est corrélé, parce que du jour au lendemain, soi-disant pour satisfaire les puritains, puisque la prohibition de l'alcool, ça ne marchait pas, on a prohibé le chanvre. Et de là, du coup, le chanvre est utile dans tous les domaines. Pour l'emballage, pour l'agriculture. Il régénère les sols 4 fois plus vite que n'importe quel feuillu. Pour faire du papier, et il est 10 fois plus économique et beaucoup plus facilement recyclable. Et il se reproduit très vite puisque c'est une plante annuelle. Donc cette éradication du chanvre, c'était vraiment pour permettre l'invasion de la chimie dans tous les domaines de la vie quotidienne. Et ça n'a pas non plus échappé aux militaires, bien sûr. Parce que d'un autre côté, on va raconter l'histoire de la géo-ingénierie. Alors, il y a voilà, une source c'est la source que j'avais indiquée à Claire Séverac, c'était le docteur Rath en Allemagne qui a fait des conférences sur ce sujet. Et donc, voilà. Là. Alors, c'est deux photos extraits de vidéos. Alors, eh bien, on nous dit souvent, il n'est pas possible que ce secteur industriel, l'industrie pharmaceutique, puisse réellement mettre en danger la vie de millions de personnes. Et je passe à l'image suivante. Voilà, et donc il explique comment, c'est lui qui explique comment les actions d'I.G. Farben, le plus gros butin de guerre des Alliés, sont passées sous le contrôle des groupes d'investissement Rockefeller et Rothschild, ceci à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors je cherche son bouquin, le voilà. Alors il y a un bouquin coécrit par quatre auteurs qui s'intitule Les racines nazies de l'Union européenne de Bruxelles. Alors là, en fait tout était écrit depuis les années 30, les textes de notre belle Union européenne. Bon, c'est bien expliqué que c'est absolument pas démocratique. L'organigramme le prouve. Et alors, tous les textes fondateurs ont été écrits par les nazis des années 30. Tout est référencé là-dedans. Et il y a entre autres le docteur Rath parmi les auteurs et rescapé d'Auschwitz. Donc voilà comment on en est arrivé là.